Jusqu'à 1h sur Europe 1. Sophie Peters. Heureuse de vous retrouver en ce début de nouvelle année et tous mes vœux à vous et vos proches. Je vous souhaite de poursuivre le chemin vers vous avec une infinie douceur et une grande bienveillance envers vos difficultés de vivre. Et puis d'entretenir aussi comme un bien très précieux vos relations avec vos proches, de profiter pourquoi pas en ce début d'année de renouer avec ceux qui comptent pour vous et dont vous vous êtes éloignés sur des malentendus. Et puis je voudrais ce soir aussi rendre hommage au psychanalyste Guy Corneau, dont la disparition brutale laisse un grand vide. J'ai eu la chance de partager avec lui des moments formidables au Festival de Cabourg et de le voir sur scène au théâtre à Paris en décembre, où il jouait une pièce qu'il a écrite et que je comptais justement vous recommander, L'amour dans tous ses états. Je dis bien la chance car il dégageait de la joie, de la lumière et de la douceur, de la bienveillance et de la délicatesse, lui qui avait vaincu son cancer, qui nous a partagé dans son ouvrage Revivre. Parce que les morts ne nous demandent pas de les pleurer, mais de les continuer, je vous invite à continuer, Guy Corneau, comme l'a suggéré Marie de Henzel, en vous plongeant dans ses ouvrages, des ouvrages qui sont autant de chemins qu'il a ouverts pour nous tous. Lui qui disait, en infatigable passeur, que la seule question qui comptait à la fin d'une vie, ce sont quelles traces d'amour a-t-on laissées. Il nous en a laissé, lui, d'innombrables, en travaillant son métier de psy avec ce qu'il était intimement et sincèrement. Pas un psy sachant, mais un fin connaisseur de l'âme humaine qu'il partageait généreusement et en toute humilité. Alors dans la trace qu'il laisse, partageons ce soir vos questionnements avec indulgence. Quentin et Corentin répondent à vos appels au 39 21 et c'est Fabrice Fougerose qui réalise cette émission. Vous pouvez aussi réagir à ce que vous entendez à l'antenne par SMS en composant le 7 39 21 en commençant votre texto par le mot nuit ou partagez avec nous en envoyant un mail sur le site europe1.fr. J'accueille vos appels au 39 21. Europe 1, Sophie Peters. Bonsoir Sophie. Oui, bonsoir Sophie. Bienvenue. Oui, bienvenue. Je vous remercie de prendre mon appel et puis je suis un peu émue quand même parce que c'est pas facile en fait tout compter. Oui. On compose le numéro, j'ai eu de la chance. Quentin m'a très bien accueilli. En plus, j'ai pas été très sympa avec lui, je l'appelais Paul. Donc... Ça, c'est des choses qui arrivent. On m'appelle parfois Caroline aussi. Voilà. Mais en même temps, Caroline et vous avez une voix qui se Oui, c'est ce qu'on nous dit quelquefois, effectivement. Ah oui. Donc tant mieux, voilà. Tant mieux. Ça trace un lien unique. C'est une bonne chose. Donc, voilà. Bon, écoutez, je suis un peu émue quand même parce que je passe à la radio. Et là, oui, je comprends. Je crois que vous vouliez parler de votre fille, en fait, hein, c'est ça? Voilà, oui. Tout à fait. Parce que voilà, mon souci, c'est que je suis une personne qui est très dynamique, mais qui est très fragile aussi. Oui. On me dit que je suis bipolaire, mais bon, quelque part, je le suis peut-être. Je le suis peut-être parce que j'ai un problème avec l'alcool, mais qui n'est pas le sujet de ce soir, parce que je le maîtrise très bien depuis une vingtaine d'années. Et le sujet, c'est que ma fille de 23 ans dans mes moments de faiblesse, parce que je suis effectivement fragile, a pris la maison comme si c'était elle, la maman. Mm-hmm. Donc, là, quand donc j'ai une fille, ma petite dernière a 13 ans. Donc en fait, elle fait du mimétisme avec sa grande sœur. Oui. La grande sœur est devenue la maman et moi, je n'existe plus. Et je n'arrive pas à communiquer avec elle sur ce sujet en disant « Mais c'est moi, ta maman. Tu m'as effectivement aidée. Je la remercie pour ce qu'elle a fait pour moi quand j'étais fragile. Là, je sors d'un accident une fracture, donc j'étais immobilisée, je pouvais rien faire, j'étais vraiment un légume. Et donc, et ma fille a repris tout en charge, mais même trop.
elle a 23 ans. Hein. C'est-à-dire, c'est trop pour son âge. Elle a sa vie à faire, elle n'a pas la mienne à subir et surtout pas et je n'arrive pas à lui dire. Ah, vous n'arrivez pas à lui dire, vous n'en avez pas parlé ensemble. Si. Quand je lui dis, c'est porte close. Tais-toi. De toute façon, c'est moi qui fais les courses, c'est moi. Maman, ne bouge pas, ne fais pas ça parce que bon, j'ai une fracture. Ok, j'ai repris le travail, c'est bon, je reprends ma vie. Je ne suis plus immobilisée, je ne pouvais pas conduire pendant 4 mois, donc effectivement, ma fille m'a aidée. Mais là, maintenant que je lui dis, écoute, c'est bon, je reprends le boulot, je reprends ma vie, je reprends ça. Ma fille, non. Maintenant, elle est devenue la mère de famille. C'est elle qui commande à la maison, quelque part. Sans dire qu'elle est d'une extrême gentillesse. D'accord. Ah oui. Parce que vous parlez de commander à la maison, d'accord. Donc parce que vous le vivez comme votre fille vous prend votre territoire ou d'un côté vous dites voilà. Qu'est-ce que vous comprenez de ça par elle? Moi, je pense que quelque part, sans s'en rendre compte, elle me prend mon territoire. Oui, ça c'est ce que vous vivez, c'est ce que j'entends. Hein. Vous sentez un peu envahi en vous disant mais moi j'aimerais bien reprendre un peu d'autonomie et un peu de place. Voilà. D'accord. Et comme c'est pas la première fois parce que je suis fragile, parce que c'est vrai que mais c'est un autre domaine. C'est vrai que je suis alcoolique, il faut le dire. Hein. On appelle un chat un chat. Mais je suis suivie, je sobre, il n'y a pas de souci. De temps en temps, j'ai des petites ce qui explique votre accident de voiture? Non, pas du tout. C'était pas du tout un accident de voiture. Ah, j'ai compris. D'accord. Vous aviez un accident de voiture. Non. J'étais en train de nettoyer mon garage en plein été et j'ai glissé sur mon carrelage. Voilà. Et du coup, je me suis retrouvée avec un traumatisme crânien et une fracture de l'humérus. Mais quand vous dites que l'alcoolisme c'est un domaine à part, pour votre fille c'est pas à part. Non, on est d'accord. On est d'accord. On est d'accord. On est tout à fait d'accord. Vous avez ce sentiment, comme vous dites, je maîtrise parce que je suis suivie, parce que je cherche à m'en sortir, même si par moments je rechute. Voilà. Donc vous êtes en intimité avec votre problème, donc vous dites, je le gère. Mais elle, ce qu'elle envoie, c'est pas ça. Tout à fait. Tout à fait. D'accord. Moi, j'ai une parfaite conscience que j'ai fait souffrir mes enfants pour mon problème, qui en fait est tabou, mais qui ne l'est pas, qui ne l'est plus, j'espère. Mais ce que je veux dire, j'ai toujours exprimé et montré ma volonté de m'en sortir, ce que je fais. Mais ma fille, elle a pris une partie qui me semble trop grande pour son âge. Elle a sa vie à faire. Hein, elle a 23 ans. Elle travaille. Elle a des super ambitions pour son boulot. Et je la sens tellement en disant je pourrai jamais quitter la maison, alors que je suis la première à lui dire que quand elle se sentira capable de partir de la maison, parce que on parle capable mentalement, oui, mais financièrement, tout ça. Et pourquoi elle dit qu'elle pourra jamais partir de la maison à cause de vous? Parce qu'elle estime qu'elle a la responsabilité. Oui. Voilà. Et moi, je ne veux pas. Et je ne veux pas de cette responsabilité. Et là, ça vous le lui avez dit? Oui, je lui ai dit, mais elle ne l'entend pas. Elle l'entend pas parce qu'elle le voit pas. En fait, il y a ce que vous dites et puis il y a elle ce qu'elle perçoit. Vous voyez, d'un côté vous percevez votre fille comme une jeune fille qui cherche à vous prendre votre territoire et donc un empêchement, mais elle vous perçoit comme n'étant pas en capacité ou étant trop fragile ou vulnérable ou en tout cas inquiète pour vous, et elle se dit je peux pas laisser ma mère comme ça, donc elle a pris les rênes du foyer
parce que elle a le sentiment, bon, c'est à elle, hein, de ne pas pouvoir compter sur vous, mais sans vous en vouloir. C'est ce que je comprends, puisque vous dites elle est très gentille et elle est très dévouée. D'accord. Donc elle a pris la place de la mère, d'être votre mère, parce qu'elle sent, c'est un ressenti. C'est-à-dire que vous pouvez dire non, mais t'inquiète pas, j'y arrive ou je fais mon travail. Mais peut-être qu'elle estime que quand c'est sa façon à elle de faire les choses, ben ça roule mieux, c'est plus solide. Elle a pas, peut-être, elle a peur, si vous voulez, de ce qu'elle a déjà vécu. Elle a déjà une expérience où, comme vous dites, il y a eu des moments où vous arriviez plus assuré. Et sans doute, elle a peur de rechutes ou de nouveaux accidents ou de quelque chose qui arrive. Et elle préfère, du coup, dire, bah non, au moins je gère et au moins je sais que les choses se passeront bien. Elle se protège aussi en faisant ça. Hein. Elle ne fait pas que vous protéger. Elle se protège aussi de quelque chose qu'elle ne veut pas subir. Donc elle préfère agir que subir une maman qu'elle trouverait un peu défaillante. Donc sa façon à elle de se protéger, bah, c'est d'agir, c'est dans l'action. Oui, mais elle entraîne sa petite sœur en même temps parce que. Oui. De quelle façon entraîner Parce que elles sont complices sans l'être. Je veux dire, elles ont la même tête. Elles ont 10 ans d'écart. Hein. Donc, elles ont la même tête. Elles ont le même caractère. Et c'est assez marrant parce qu'on en rigole assez souvent à la maison. Elles peuvent pas se voir à certains moments de la journée. Et ensuite, elles sont très complices. Bon, donc c'est mes filles. Bon, ok, il n'y a pas de souci. Je sais comment ça fonctionne. Mais là, elle l'entraîne. Donc ma jeune de 13 ans, enfin Eva, m'en veut parce que sa sœur m'en veut. Et je n'arrive Comment pas. Ça elle m'en veut parce que sa sœur. Qui vous en veut, la grande ou la petite? Les deux maintenant. Les deux. Vous me dites que ça se traduit comment? Parce qu'il y a... Ça se traduit par 13 ans, c'est la crise, enfin c'est l'adolescence. Ouais. Ok, d'accord. Hein, on est bien d'accord. Je travaille avec des enfants, donc je sais très bien ce que ça peut être au quotidien. Mais c'est on me raccroche au nez. Voilà. Pas plus tard que ce soir. Les deux sœurs ont décidé de manger ensemble, mais j'ai dit, écoutez, quand même, prévenez-moi. J'ai dit à la grande. Hein, mais ça, vous étiez à votre travail? Vous n'étiez pas encore rentrés? Vous y vivez tous ensemble? Oui, d'accord. Oui, voilà. Et donc, et ça me met en porte-à-faux parce que j'ai dit non, Et dès que je prends une décision, ma fille aînée a pris le contrôle un petit peu en disant, mais maman, on mange ensemble et point barre. J'ai dit non, ta sœur, elle rentre, bon là c'est le week-end, mais ça peut se passer dans la semaine. Et je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Mais vous le dites comment que vous n'êtes pas d'accord? Parce que vous dites, j'aimerais bien que... Simplement. Ouais. Aussi simplement que ça. Je suis pas d'accord. J'ai dit, je ne suis pas d'accord. Vous n'avez pas à être d'accord ou pas, puisque effectivement, j'allais dire, à cause de ce qui vous est arrivé, d'une certaine manière, vous avez perdu une forme d'autorité. Donc, c'est pas en étant autoritaire qu'on fait montre d'autorité. L'autorité, elle n'est pas dans l'autoritarisme. Vous pourrez toujours dire obéissez-moi, hein. Donc, pour vous faire respecter, parce qu'il s'agit de respect, ou pour asseoir votre autorité, il faut que vous vous impliquiez émotionnellement. C'est que vous disiez, mais moi, ça me fait de la peine, j'ai envie de dîner avec vous, et j'ai envie de préparer le repas parce que ça me fait plaisir, et j'ai envie de remplir ce rôle-là pour vous. C'est-à-dire que vous, il va falloir, pour reconquérir d'une certaine manière votre place de maman, leur montrer quelle maman vous êtes capable d'être. C'est-à-dire une maman qui va préparer un repas, qui sera à l'heure, qui aura plaisir à être avec elle. Et à ces âges-là, vous savez, c'est pas dans le discours qu'on emporte l'adhésion. Je dirais c'est pareil dans le travail, dans plein de domaines des relations. C'est dans l'action. Donc, plutôt que de discourir ou de dire je suis pas d'accord, vous n'avez pas à être d'accord ou pas, d'une certaine manière, 23 ans et 13 ans, elles ont essayé de dîner toutes les deux sans vous, bon. Et comme dit André, elle protège sans doute aussi sa petite sœur. Donc, vous le vivez, et je peux complètement le comprendre, hein, vous le vivez comme une exclusion, elles s'entendent bien toutes les deux, elles font la paire, et vous vous sentez en dehors du coup, comme on dit, mais c'est pas tant que vous êtes en dehors du coup que vous ne prenez pas votre place.
Quand je dis prendre sa place, c'est vraiment de l'action. C'est arriver avec un supermarché qui est fait, pas dire laisse-moi faire les courses, c'est vous avez fait les courses. Tant pis, il y aura peut-être un peu trop parce qu'elle les aura fait aussi. C'est être dans l'action qui va leur montrer que vous êtes bien là et qu'il va falloir compter avec vous. Mais sans agressivité, sans dire je suis pas d'accord, sans dire mais on prend ma place, sans râler, parce que là vous n'êtes pas crédible sur ces mots-là. Qu'est-ce que vous entendez par je suis pas crédible? Pas crédible, c'est-à-dire que elles ne peuvent pas vous croire. Elles ne peuvent pas vous croire tant que vous n'avez pas posé des actes. La seule chose qui fera que les actes, je les ai toute l'année dans mes faiblesses, dans mes forces. Je pense justement être crédible parce que je suis une maman. Parce que je suis une maman sur laquelle elles ont pu compter pendant des années. C'est vrai, mais on parle d'aujourd'hui, là. Maintenant, vous savez, la vie avance. On parle de ce qui est en train de se passer là. Voilà, mais c'est là où il y a cette incompréhension. Non, mais elles ont pu compter sur vous, puis à un moment donné, il y a eu un moment dans votre vie où vous avez dû compter sur elles parce que vous ne pouviez plus, à cause de votre accident, aussi certains épisodes avec l'alcool. Oui, non, mais d'accord. Donc elles, ce qu'elles ont compris, c'est qu'il y a des moments des moments assez longs d'ailleurs dans leur vie, où maman n'est plus en capacité. Donc elles se sont organisées autrement, comme un système. Voilà. Elles, pour se protéger, s'en sortir, continuer à avancer. Maintenant, vous voulez revenir dans le jeu, on va dire. Vous voulez revenir dans la relation comme la maman, comme vous dites, qui a été là pendant des années, parce que vous souffrez d'une forme d'exclusion, qui doit en plus appuyer sur vos fragilités, donc ça ne doit pas être très aidant pour vous. Vous voyez, c'est que du coup, ça arrive sur un terrain pour vous un peu douloureux. Donc, c'est pas facile. Mais c'est sans mots, c'est-à-dire c'est encore une fois avec des actions, c'est préparer un repas, faire des courses, c'est-à-dire tous les endroits où vous avez envie d'être dans la relation. Et là, moi, je prends les deux exemples que vous me donnez, les courses ou le repas. C'est faire. C'est faire et leur dire à table, voilà. Et sans faire trop de bruit, préparer un repas et dire voilà, le repas est prêt, venez à table. Et c'est être dans cette proposition. Là, vous allez être vraiment dans la maman. Elles vont se dire waouh, il se passe quelque chose là. Maman, elle est là. C'est comme ça qu'elles vont le savoir. C'est pas si vous vous plaignez. Si vous vous plaignez en disant quand même, moi je suis pas d'accord. Faut que vous m'attendiez pour dîner. D'accord, pas d'accord. Ça y est, elles sont passées en mode d'une certaine autonomie. Donc votre autoritarisme là-dessus, il peut pas fonctionner. Oui, ok. J'entends bien. Oui, alors, peut-être ce qui serait bien aussi, Sophie, parce que vous me dites, on me dit que je suis bipolaire, mais j'en sais rien. Bon, vous pourriez quand même, je sais pas, vous dites que vous êtes suivi pour l'alcool, faire poser quand même des diagnostics qui seraient aidants pour vous, parce que si vous l'êtes, il y a des traitements et c'est très aidant. Oui, oui, mais j'ai un traitement. Pour la bipolarité, je sais pas. Vous avez du lithium? Non. Franchement, je ne sais pas si c'est vraiment pour la bipolarité, parce que j'ai été suivie par un psychiatre, par un autre, et je vous avoue très très franchement que à chaque fois on me pose, on me pose des diagnostics qui sont absolument différents. Oui, différents. Voilà. Et voilà. Et tout revient à mon enfance et à mon père qui est décédé quand j'avais 10 ans. Ça, je l'ai entendu. J'ai plus envie de l'entendre. Je sais que j'ai perdu mon père quand j'avais 10 ans. Quoi. Oui, je comprends. Point barre, à la ligne. Après mon alcoolisme, alors on a dit que c'était justement, voilà, on en revient toujours aux fondamentaux. Oui, vous avez perdu votre père. Est-ce que votre mère elle buvait? Est-ce que vous avez dans la fratrie j'en ai un peu soufflé parce que je suis assez active. Quand je suis pas. Quand vous allez bien. Je suis pas. Voilà. Je suis assez, donc d'entendre ça, ça vous mine. Oui, ça vous mine. Ah ouais, ça me mine parce que c'est toujours les mêmes choses. Alors, ce qui est dit, Sophie, c'est pas tant pour vous coller des étiquettes et vous miner, c'est pour vous inviter à accueillir la souffrance de la petite fille de 10 ans, son histoire et votre histoire avec votre maman, l'histoire avec la femme que vous êtes, parce que j'entends, je sais pas où est le papa des filles, mais... il est présent, mais il est absent. Il est présent. Dans le foyer.
il est présent dans le foyer, mais il est absent parce qu'il est dépassé par plein de choses. Ouais. Et puis, Et qui veut pas trop savoir. Et puis, il veut pas savoir. Et puis, non. Donc, il vous laisse faire face aux filles. Lui n'intervient pas. Il est dans le foyer, mais il n'intervient pas sur ce terrain. Voilà. Quel rôle de père il joue? Alors, quel rôle de père il joue? Puisque vous êtes ensemble, donc. Oui, tout à fait. Oui, ça fait 30 ans. 30 ans. Ouais. 30 ans que nous sommes ensemble. Mais pour moi, il ne joue pas le rôle de père, parce que quand il le joue à contre-courant. Je veux dire, bon, ça va être dans l'opposition par rapport à ce que j'ai dit ou ce que je dis. Et il est contre-productif. Si je puis... Et voilà. Donc, voilà. Donc, ça veut dire qu'il prend le parti des filles contre vous, c'est le sentiment que vous avez? Non, oui, alors, ces filles, ils les adorent. C'est le mot un peu fort, mais c'est quand même une réalité. Mais c'est un père qui, en fait, un peu... il a plein de qualités, mais par rapport... Non, c'est quelqu'un de très bien. Mais au niveau familial... je rentre, vous voyez, je vais schématiser, c'est je travaille, je rentre mon argent pour payer et tout, nana. Et je veux pas voilà. Et je veux pas d'histoire à la maison. C'est moi qui fais, c'est moi. Mais il est donc pour le foyer, justement, parce que vous dites les filles font tout. Ah oui, non, mais il les laisse faire. Il est absent. Il est absent. Ouais, on va schématiser et on va synthétiser. Il est complètement absent. Pourtant, il est juste à côté de moi. Et vous voyez, je suis en train de parler avec vous. Et pourtant, il est juste à côté, enfin, pas loin de moi. Et vous entend, là? Oh non, je pense pas, parce qu'il doit dormir, parce qu'il a travaillé une grande journée. D'accord. Je sais pas. Mais il aurait pu être réveillé, ça n'aurait pas été différent pour... en fait, vous vous sentez très très seule, et seule aussi. Oui, tout à fait. C'est ça, et seule avec aussi ces deux filles qui s'entendent bien, puis qui, comme vous dites, ont pris les rênes. Donc en fait, vous vous sentez en situation d'isolement, comme si vous étiez isolée dans votre foyer. On vous calcule pas, comme diraient les ados. C'est ça le sentiment que vous avez. Exactement. Et ça vous fait beaucoup souffrir, j'imagine. J'ai repris mon travail suite à mon accident. J'ai repris mon travail le 3 janvier. Oui. Je travaille dans une école, donc. Et là, ça se passe bien. Et oui, ça se passe très bien. Mais mon mari m'a pas demandé une seule fois si j'avais pas, parce que j'habite dans l'est. Et là, il fait très froid. Il y a du verglas, il y a de la neige. C'est dangereux. Et le matin, il dit aux filles, bonne route, faites attention au verglas, nana, et à moi. Et puis je ferme la porte et je lui fais, merci pour moi, quoi. Alors là, je me regarde, il me fait, oui, fais attention au verglas. J'ai dit, écoute, j'ai pas besoin de toi pour, en fait. Provoque un peu. Oui. Oui, là, ça fait penser à la femme qui se plaint de quelque chose auprès de son homme, mais quand il fait, il dit oui, mais c'est pas spontané, alors ça vaut rien. Il l'a entendu. Vous voyez, il faut que vous puissiez accueillir, Sophie, aussi, le fait qu'on prenne soin de vous. Vous savez, vous avez du mal, vous, à prendre soin de vous. Donc, vous avez du mal, du coup, à ce que les autres aussi prennent soin de vous. Et vous avez le sentiment, quand on prend soin de vous, qu'on vous fait l'aumône ou qu'on vous prend pour une pauvre fille, j'ai envie de dire, ou quelqu'un de fragile. Non, et en même temps, vous en souffrez aussi, qu'on prenne pas soin de vous. Vous voyez, c'est un peu paradoxal. Donc, oui, vous avez besoin qu'on prenne soin de vous. Oui, vous êtes très contente quand vos filles assurent d'une certaine manière parce que ça vous aide, mais vous n'êtes pas trop contente non plus quand elles assurent trop. Oui, tout ça est et quel est l'endroit où on place le curseur? Que votre mari tout d'un coup percute que oui, il a dit bonne route aux filles et pas à sa femme, et que tout d'un coup il se rende compte quand vous avez dit merci pour moi, mais un peu en mode victime, et c'est là où peut-être vous pourriez dire moi aussi ça me ferait plaisir que tu me souhaites bonne route. Et là il va être partie prenante, parce que si effectivement, mais je comprends, quand on est malheureux, on a tendance à être dans la plainte, à dire quand même c'est pas juste, c'est un peu Calimero, c'est pas juste. Alors, mais c'est pas juste, les autres l'entendent pas, ils se disent quoi, c'est pas juste, ça va, enfin. Donc il faut que vous puissiez le dire autrement que ce que vous le dites, parce que vous avez le droit. Et là, ça parle de vous, Sophie, de quelle place, vraiment de votre place dans cette famille, dans votre foyer, dont vous êtes la maman et l'épouse. C'est prenez votre place. Et la place de la femme, forte et fragile, c'est ce que vous me décrivez, celle qui par moments a des difficultés, mais qui fait plein de choses et qui assure par ailleurs. Vous voyez, c'est-à-dire,
mouiller votre chemise avec qui vous êtes, mais avec beaucoup de bienveillance envers les autres et envers vous surtout. Il s'agit de bienveillance envers vous. Pas de lui dire sur le pas de la porte, bah, c'est sympa pour moi et moi tu me dis rien, parce que ça, c'est la revancharde un peu Calimero. Oui. Vous avez, vous voyez ce que je veux dire. Oui, non, j'avoue que j'ai un petit. Oui, c'est même normal avec mes quand on filles, souffre. avec mes Bah filles, oui. j'ai un petit côté provoque parce que je suis forte de caractère. Et que vous êtes Quoique, triste. Et que vous êtes triste de tout ça, de ce qui se passe là. Tout à fait, oui. C'est tout à ça. fait. Et que c'est légitime que vous soyez triste. Mais comme vous êtes triste, ben, faites quelque chose, parce que la provoque, au lieu de dire à l'autre, tu sais, ça me ferait vraiment plaisir que les choses se passent bien entre nous, ben, la provoque fait que l'autre devient agressif. Avec de la provoque, vous créez un climat de tension, et l'autre n'a pas envie d'être dans le lien avec vous. Vous aurez presque mieux, j'ai presque envie de vous dire que vous ayez les larmes aux yeux, en disant, ben moi, ça me fait super de la peine, vous avez dîné sans moi, quoi. Ça me brise le cœur. Et c'est pas, je suis pas d'accord. Ah bah sympa, vous dînez sans moi. Non, parce que là, vous savez, elles se sentent agressées. Qu'est-ce qu'elles font? Elles vous agressent à leur tour. Ouais. C'est-à-dire que si vous les agressez, elles vont se défendre. Et la meilleure défense, c'est l'attaque. Oui. Alors, essayez, après tout, parce que vous, ça va vous aider. Si vous êtes comme ça avec vos proches, ça va vous aider à vous accueillir vous aussi. Parce qu'il serait temps quand même d'accueillir cette petite fille. Pas de ressasser, je comprends bien ce que vous êtes en train de me dire. Oui, j'en ai marre qu'on me raconte que, oui, je sais, mon père est mort et tout. Mais c'est d'accueillir la souffrance. C'est ça le message derrière. Si j'ai besoin qu'on soit gentil avec moi. Mais je l'accueille, la souffrance. J'ai l'humilité et l'intelligence et l'humilité de dire que bon, j'ai un problème, voilà. C'est vrai, okay. C'est vrai. Je vis avec, bon, je me défends avec. C'est une sacrée bataille. D'ailleurs, à tous les auditeurs, je dis que c'est pas une tare. Non, vous avez raison. Oui. Voilà. Donc moi je vis avec, je me bats. Ouais. Donc ça me prend beaucoup quand même d'énergie. Mais je reste fière de la tête haute. Oui, fière. Alors, ok, super. Et voilà, mais c'est trop fière. Bravo. Parce que mes enfants me. C'est de l'orgueil, c'est plus de la fierté. La fierté, c'est super, parce que la fierté, vous avez raison d'être fière de la femme que vous êtes, ça oui. Mais attention, c'est pas la même chose que l'orgueil. L'orgueil, c'est un sale truc, c'est un truc d'égo. Ça sert à rien, vous voyez ? C'est une espèce de fausse cuirasse qu'on se met pour dire même pas mal, alors qu'en fait, on est en train de saigner. Ça sert à rien, ça. Oui. La fierté, c'est pas pareil, c'est de l'ordre du respect. Vous voyez, la fierté, elle amène une forme de respect. Elle est le respect de soi, le respect de l'autre. La fierté, on porte haut. Hein, vous êtes aussi une reine à votre façon. Ça, c'est la fierté. L'orgueil, c'est de la blessure d'ego. C'est attention, touche pas là. Je vais te montrer qui je suis. C'est là où vous devenez un peu plus arrogante et provoque quand vous êtes dans votre orgueil. Mais ça sert à rien. Franchement, mais ça sert à personne. Hein. Ni à vous, ni à personne. C'est le truc dont on a été doté et dont on croit qu'on a besoin, mais ça sert juste à rien. Mais en plus, ça fait toutes les tragédies grecques, hein, la blessure d'orgueil. En plus, je suis absolument d'accord avec vous, hein, parce que. Par contre, oui, la fierté, oui. Et c'est chouette si votre fille vous le dit, parce que si votre fille vous dit tout ça. Vous pouvez, avec l'honnêteté que j'entends que vous avez, là, vous avez plein de belles choses quand même. C'est très fort tout ce qui vous anime. Je dis ouais, c'est vrai, vous avez raison, parce que vous êtes très lucide. Et ça, vous savez, Sophie, c'est d'une grande aide ça pour vous, votre lucidité. Faites-en quelque chose, mais pas pour tacler les autres, mais pour vous. Vous voyez clair. Sauf que quelquefois, vous partez dans l'alcool pour ne plus voir clair. Tellement vous voyez clair, si ça se trouve. Tellement vous souffrez de voir très clair. Hein, ça vous brouille la vue, comme ça vous apaise un peu. Mais faites quelque chose de cette lucidité. Ça doit pas être quelque chose de douloureux de voir clair, mais au contraire d'être visionnaire, de pouvoir dire les choses telles que vous les voyez, pas en accusant les autres, en disant voilà ce que je vois, j'ai besoin de vous le dire, je partage ça. Vous voyez ça? Oui, non, tout à fait. Je vous écoute avec une grande attention. Parce que vous avez cette force-là, elle est bien à vous, et sans doute elle est un peu, un peu encombrante, voilà.
Vous savez, quand on est oui, lucide, elle est fatigante. C'est fatigant. Alors du coup, vous avez besoin de vous assommer un peu parce que c'est épuisant. Parce que imaginez que vous ayez une épée de rayon laser, mais vous savez pas vous en servir. C'est quand même vraiment encombrant. Hein. J'aime bien. Donc vous dites, je risque pas, je vais pas m'en servir parce que au cas où je ferais n'importe quoi, on va plutôt éteindre le truc. Mais c'est trop bête parce que là, vous avez quelque chose de formidable dont vous vous servez contre vous-même. Vous vous blessez vous-même. Au lieu de vous servir de ça, de cette lumière que vous avez qui pourrait éclairer vos filles, éclairer votre mari. Ce mari qui ne vous voit pas. Éclairez-le, éclairez-vous. Mettez-vous dans la lumière qui vous voit. Que tout le monde vous voit. Il faut que vous soyez visible. Or là, vous faites tout pour vous rendre invisible. Alors que vous avez plein de puissance. Et toute cette puissance, vous dites, oui, mais elle m'encombre. Moi, je sais pas. Imaginez que vous avez laissé une Ferrari au garage, quoi. Sous une bâche. Personne l'a vue. Elle est bien planquée, hein. Vous savez qu'elle est là. Oui. Eh bien, vous auriez dit 4L, j'aurais pas été cool. Ah, mais j'adore les 4L. Moi aussi. Ça peut être une 4L, peu importe. Mais oui, vous avez un trésor que vous enfouissez parce que vous savez pas quoi en faire. Et vous dites aux autres, non, mais c'est pas la peine. Moi, je compte pas. Moi, je suis qu'une petite chose. Vous pouvez me marcher dessus. Allez-y, vous gênez pas. Non. Non, justement, c'est pas mon caractère. C'est ça qui me fait. Voilà, c'est pas votre caractère. Oui. C'est pas du tout mon caractère. Oui. Et du coup, j'ai toujours été battante. Et du coup, vous vous détruisez parce que vous savez pas quoi en faire. Voilà. Je pense que je suis en train tout doucement. Enfin, mais bon, vous voyez, je vous ai appelé ce soir là vraiment parce que moi, je peux plus en parler comme ça. Oui. On me dit, on reprend une psychothérapie. Ok, c'est bon. C'est peut-être de l'orgueil. Là, par contre, je vous rejoins. C'est peut-être de l'orgueil de ma part de dire que j'ai pas besoin d'aide. Si j'en ai besoin. Oui, mais vous n'avez pas encore trouvé celle qui vous convient vraiment. C'est plutôt ça. Ouais. Lâchez pas parce que essayez de trouver un psy ou quelqu'un avec qui vous êtes en amitié. Enfin, quand je dis en amitié, vous voyez, quelqu'un où vous vous sentez comprise, accueillie dans ce que vous êtes et qui puisse comme ça vous soutenir. Vous avez besoin de soutien, comme vous dites, d'aide. Et l'aide, c'est du soutien aussi. D'être soutenu, d'être soutenu dans le combat avec vous-même que vous menez et qui est âpre. C'est celui-là. Et pas effectivement qu'on vous ramène toujours à... Il faut que vous avanciez. Mais ça vaut le coup peut-être de tenter. C'est pas tant de l'orgueil que j'entends, c'est de la fatigue. C'est j'en ai marre. Ah oui, la fatigue, oui, elle est là. Oui, j'entends ça dans votre voix. Oui, beaucoup de fatigue. Oui, elle est là. Oui, non, ça c'est clair. Oui. C'est une fatigue morale, bien sûr, qui engendre effectivement une fatigue. En plus, je sors d'un accident, donc. Mais oui, du découragement, du désespoir. Et puis reprendre. Par contre, vous me voyez au travail, là, je suis au top. Oui, parce qu'on vous ramène pas à vous-même, alors que dans la famille, l'intimité, ça ramène toujours à soi. C'est un peu plus compliqué avec les proches. Mais donc, montrez-leur qui vous êtes. Montrez-leur la femme que vous êtes au travail. Celle que vous connaissez aussi. Ils ne la voient pas, celle-là. Mettez-vous dans cette lumière-là. D'accord, Sophie ? Oui. Bon, je compte sur vous. Et vous nous donnerez des nouvelles. Bon début d'année, hein ? C'est le moment de repartir du bon pied et de sortir la voiture du garage, même s'il fait froid. Et pas une 4L, hein. Non, d'accord. Et soyez prudente, ça glisse. Ouais. Non, c'est trop m'as-tu vu. Je suis d'accord avec vous. Je vous embrasse, Sophie. Oui, merci, moi aussi. Et puis, merci beaucoup. Merci. Au revoir. Merci, au revoir. Bonsoir, Anne. Oui, bonsoir. Décidément, comme tout le monde, finalement, c'était très impressionnant d'appeler. Oui. Donc, je vous écoute depuis des années. J'aurais eu 1000 sujets. J'aurais pu 1000 fois sûrement demander à intervenir. Mais ce matin, en fait, un peu sous le coup de la colère et de l'impuissance, j'ai fait ce mail dans le métro en allant travailler parce que je me sens démunie face à mon garçon, mon fils aîné, qui a 15 ans, qui va bientôt avoir 16 ans au mois de mars. Et qui ne fait absolument plus rien à l'école, qui sèche un jour sur deux presque. Je ne sais pas tellement ce qu'il fait de ses journées finalement. J'arrive à savoir parfois quand même, il me dit.
Et puis, je suis démunie parce qu'en fait, c'est un garçon qui est adorable à la maison, il est gentil. Enfin, on est loin de Pascal le grand frère, quoi. Il est très gentil, il aime bien me faire écouter ses musiques de rap, tout ça, il aime bien. Et puis, moi, j'arrive pas à l'obliger à travailler, à l'obliger à faire des choses. Maman inquiète depuis qu'ils sont petits, ils ont tous fait le CMP. J'ai bénéficié d'une aide éducative jusqu'à il y a encore quelques mois. Il s'est jamais saisi du truc. Il a vu une fois l'éducatrice, donc elle a mis fin au truc parce que finalement c'était plus un soutien pour moi que lui il n'était pas reçu. Je n'arrive pas à l'obliger à aller même à un rendez-vous, quoi. Il vit comme s'il avait 18 ans. Il sort à l'heure qu'il veut, il rentre à l'heure qu'il veut. Alors pour le moment, je trouve qu'il reste à peu près raisonnable, mais je suis un peu inquiète, j'avoue, pour l'avenir. Je sais qu'il fume, ça, je sais que je lui donne l'argent pour manger le midi, je sais qu'il achète des cigarettes avec, je sais qu'il boit dans les soirées, bon. Mais même lui me le dit. Même parfois, je me dis, est-ce que c'est ça même qu'ils me le disent. Parfois, j'hésite entre, je suis contente, il a confiance, il sait qu'il peut me le dire. Oui, et parfois, je me dis, ça, il ne devrait peut-être pas avoir à me dire ça, en fait. Enfin, je sais parfois aussi par le petit frère, et puis aussi parce que j'ai trouvé des trucs dans son sac. Je ne sais pas si vous connaissez la nouvelle drogue des jeunes, là, le Purple Drink, la Lean. Un mélange de Sprite, de limonade et de médicaments, je ne sais plus lesquels. Enfin, non. Donc je sais qu'il l'a fait une fois ou deux, j'en ai parlé. Je lui dis, Swan, pardon, je vais dire son prénom. Je lui dis, Swan, tu te rends pas compte, tu crois que tu maîtrises tout à 15 ans, mais tu sais pas comment ça peut tourner. Enfin, tu t'inquiètes. Oui, tu t'inquiètes tout le temps, maman, tu t'inquiètes, t'inquiète pas, ça sert à rien, t'inquiète pas. Je lui dis, mais tu rentres à pas d'heure, t'as 15 ans, t'es dans la rue à 23h. Mais je suis pas tout seul, qu'est-ce que tu crois? On est toujours 3 ou 4. Elle a toujours réponse à tout. Alors, il y a un truc, Anne, c'est que plutôt que vous inquiétez, inquiétez-le lui. Parce que là, vous, tant que vous vous inquiétez, c'est tranquille, hein, vous vous inquiétez pour lui. Lui, il s'inquiète pas pour lui, du coup. Mais renversé, c'est-à-dire, mais qu'il puisse être inquiet pour lui-même. Mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas grand-chose qui l'inquiète. Hein, oui, mais attendez, mais parce que vous faites-lui valoir tout ce que ça a d'inquiétant pour lui et pour son avenir. C'est pas vous qui êtes inquiète, vous faites votre vie. Mais il aurait de quoi s'inquiéter. Vous voyez, c'est pour le responsabiliser. Comme il est déjà assez autonome et responsable, il se prend pour un gamin de 18 ans, pas de souci. Mais il va falloir, j'allais dire presque lui parler d'homme à homme. Alors, est-ce qu'il y a un homme à la maison? Il y a un papa? Oui, il y a un papa, mais qui n'est pas à la maison. En fait, j'ai plusieurs soucis. D'accord. Le papa est très, très absent. Vous êtes divorcé? Oui. On a divorcé, il avait 4 ans. D'accord. C'est vrai que le schéma familial est un peu compliqué. Le papa est originaire d'Afrique, il a des enfants à droite à gauche. Moi, j'ai 2 garçons avec lui. Il a un petit frère. Mais j'ai élevé seul 3 enfants, parce que j'ai élevé une de ses filles à lui, en fait. Quand on s'est séparés, on avait la garde de sa fille. Et je l'ai gardée parce que lui était dans une situation extrêmement précaire. Et voilà, c'est une gamine que j'avais élevée depuis qu'elle avait 2 ans. Donc je l'ai gardée. Donc ils ont été élevés comme ça, tous les 3. Bon. Mais le papa, effectivement, c'est... Voilà, genre pour Noël, il l'a pas appelé pour Noël. Il les a appelés 2 jours après en disant « Je vais venir me donner un cadeau, un peu de sous ». On l'a jamais revu. Il a appelé le 31 pour souhaiter la bonne année. Enfin... Alors mon fils aîné est très lucide là-dessus. Je lui dis mais t'as pas eu ton père, de toute façon je compte pas dessus. Hein. Mais bon, moi je sais que forcément ça lui manque ça. Il dit toujours que non, mais enfin il dit pas. Je pose pas la question comme ça ouvertement, mais je me dis forcément. Moi je vois une psychologue depuis presque 7 ans, donc j'ai déjà des éléments de réponse. Mais je me suis sentie démunie ce matin. J'ai piqué une colère, mais j'ai réveillé tout l'immeuble, je pense. Parce que c'est ce matin, au réveil, j'ai découvert sur le site du collège que j'ai regardé pour voir à quelle heure il commençait, qu'il avait séché hier. Et puis hier, il était rentré tout gentil. Alors, voilà, je l'ai réveillé en secouant. Alors, qu'est-ce que lui, pas en termes de punition, mais quelles sont les conséquences et en quoi lui, ça lui coûte ou pas de sécher le collège? Parce que là, vous me dites que vous regardez à quelle heure est la cour, etc. Oui, C'est-à-dire que plus, bien sûr, ça change rien. Plus vous allez essayer de le contrôler, de le surveiller, de le motiver, moins ça va marcher. D'accord? Donc, un enfant qui commence à sécher les cours, à ne plus voir à l'école, il y a plusieurs facteurs en général. D'ailleurs, c'est multifactoriel, mais c'est surtout que ça n'a pas de sens. Il n'y a pas de motivation parce que où est le sens pour lui? C'est qu'il n'y a pas de sens à y aller. Donc, il décroche ou il a décroché
soit parce qu'effectivement il est encombré de difficultés familiales ou de souffrances, mais souvent ceux-là sont présents en cours, mais absents parce qu'ils suivent pas. Là, vous dites, lui. Voilà, lui, vous dites qu'il sèche. Ah, déjà avant, il était... Oui, il a toujours eu des difficultés. D'ailleurs, même lui, il n'y a pas si longtemps, l'a reconnu. Il me dit, c'est vrai, souvent j'étais en cours et j'étais pas là, en fait. Et il a des piètres résultats depuis un certain temps ou comment? Oui, ça a toujours été compliqué, même en primaire, tout le temps derrière lui, ça a toujours été compliqué. D'accord, là il est en 3e. Hein? Oui, il a redoublé. Oui. Parce qu'en plus, il a une très haute opinion de lui. En même temps, c'est vrai, il a des tas de capacités. Il a la tchatch, il est ouvert. Oui, voilà, c'est ça, voilà, il a l'air sympa comme ça, tout. Voilà. Exactement. Il me dit, je suis le gendre idéal pour tous les parents des copains. Il s'intéresse pas, il est très ouvert, d'accord, ok, beaucoup d'autres gens. Oui, mais parfois je lui dis, sois lucide aussi. Ok, tu as des capacités, mais là, t'en fais quoi? Je dis, à un moment, il faudra que tu arrives aussi à voir les choses. Mais il n'est pas inquiet pour lui, effectivement. Oui, mon autre souci, hormis finalement chez ma familiale, qui c'est sûr a compliqué les trucs, c'est que moi, j'ai un gros souci là, personnel et je travaille là-dessus depuis des années. Ouais. J'ai toujours été incapable même de les punir. Je ne sais pas dire non, je ne sais pas affirmer un truc. Donc je crie, mais de toute façon, ils savent depuis des années je crie et qu'il n'y a rien derrière. Je menace d'une punition, je la lève 1 heure après, donc j'ai arrêté finalement de menacer des punitions, parce que de toute façon, je sais que je n'arrive pas à les tenir, et je sais que c'est pire de ne pas tenir une punition. Donc finalement, ou alors je faisais des punitions tellement minimes que... Donc ça, je sais que c'est mon problème à moi. Oui, et mon questionnement aussi, c'était que parfois, effectivement, on passe des semaines et des semaines où je suis sur son dos tout le temps, à rabâcher, à crier. Bon. Et puis à un moment, là, pendant les vacances, parfois c'est calmé, il m'a dit, vraiment, maman, quand tu es tout le temps comme ça sur mon dos, c'est insupportable. Et je me suis dit, oui, est-ce que ça va pas être pire, en fait, si je suis tout le temps en train de crier sur lui? Parce que moi, ce que je veux pas, c'est perdre. Je préfère savoir quand même où ce qu'il en est, ce qu'il fait. Voilà, je veux garder ça. Donc après, je me dis, oui, mais comment ma solution? J'ai l'impression que c'est soit crier, soit ne rien faire. Ouais. Ça m'inquiète, en fait. Ouais, je comprends. Et comment ça se passe avec et les 2 autres, donc? Lui, c'est l'aîné, hein, c'est ça? Alors, en fait, du coup, c'est mon aîné à moi, mais j'avais déjà la grande sœur que je n'ai pas conçue, qu'on va dire, mais que j'ai élevée. Oui. Donc, évidemment, il est quand même dans une... C'est vrai que c'est bizarre, parce qu'il est dans une classe du milieu alors que c'est mon aîné. D'accord. Ouais, bon. La grande sœur, j'ai eu aucun problème, mais je pense qu'elle, c'était de façon différente, vu que c'était pas ma fille. Donc, c'est vrai qu'elle a toujours été sage, très tranquille, parce qu'elle a subi l'abandon de sa mère. Donc, je pense que ça a dû influencer aussi. Sûrement qu'elle m'a été reconnaissante de la garder et de l'élever comme si c'était la mienne. Donc, bon, elle a été hyper tranquille très longtemps, entre la maison et son petit copain. Là, elle a 21 ans. Et le petit frère, c'est ça qui m'inquiète. C'est comment ça va être pareil que le grand. À mal parler, à pas vouloir faire ses devoirs. Il a 12 ans, bientôt. Ouais, 12 ans. Et donc, je me sens dans une urgence. En fait, autant pour moi, mon problème de dire non, de m'affirmer, machin. J'ai dévoré, je crois que c'est vous qui aviez parlé cet été de Moussa Nabati, je crois, d'enfant intérieur, tout ça. Je me suis jetée dessus. Je me dis ça, j'ai le temps, tant pis, j'ai bientôt 50 ans. Hein, je dis, mais je me sens dans une telle urgence pour pas qu'ils ratent leur vie. Oui, je comprends. Ce qui serait bien, là, c'est effectivement crier, punir, tout ça, j'allais dire, la messe est dite, enfin, tout ça est fini, ça ne sert plus à rien. Hein. Là où il peut vous entendre, c'est considérez-le comme un adulte. Il a 15 ans, il se comporte comme un gamin de 18 ans. Très bien. Vous dites, il est mature, on arrive à discuter tout. Considérez-le tel qu'il sait qu'il est, c'est-à-dire... un jeune garçon qui a de la puissance, qui a de l'entre-gens, de l'abattage, qui aime la vie, qui, comme vous dites, il est cultivé par ailleurs, etc. Donc, considérez-le tel qu'il est, en lui donnant des responsabilités, en lui donnant la responsabilité de lui-même. Autrement dit, ça veut dire, quand je parlais tout à l'heure de discussion d'homme à homme, mais je pense que vous êtes tout à fait capable, c'est de dire, écoute, moi, tu peux toujours aller... j'en sais rien, fumer des trucs dans ton coin, sécher les cours, etc. Moi, je me pose la question, quand on est aussi malin que toi, quelle vie tu te prépares? Parce que, on peut se mettre hors système, mais hors système, voilà le genre de vie que tu vas avoir. C'est un peu dommage que la nature t'ait doté de certaines capacités de parole, d'expression, d'être malin, d'être futé, tout ça, et tu ne le mets pas au service d'un savoir, certes un savoir scolaire,
mais qui va être un vrai 4x4 plus tard, comme un permis de conduire. Vous pouvez lui dire, il y a le permis de conduire, ça c'est conduire des voitures, puis il y a l'école, il y a les études scolaires. Études scolaires, c'est aussi un permis finalement de s'insérer socialement et après de construire une vie. Bon, au moins d'aller, au bac, puisque maintenant c'est toute une classe d'âge au bac qui était le vœu du ministère. Donc faites-lui valoir un discours très adulte comme ça en lui disant, écoute, je suis désolée, parce que pour moi, c'est du gâchis. Je trouve que tu es un garçon très intelligent. Tu fais le choix de bousiller, mais le plus calmement possible, en disant, voilà, d'habitude, je m'énerve et je crie parce que ça me rend malade, ça me rend dingue. Parce que, en fait, j'y ai bien réfléchi. Voilà le problème pour moi. Le problème pour moi, c'est de voir que tu te gâches. Et je trouve un peu dommage. Donc maintenant, mon rôle, c'est de t'alerter sur les dangers. Alors après, vous pouvez y aller sur les dangers de la fumette qui détruisent les neurones. Alors, allez voir sur Internet, il y aura tout en neurologie. Il se prépare absolument pas des choses heureuses pour lui dans son cerveau. C'est un peu bête d'abîmer ce que la nature nous a donné. De picoler à tort et à travers ou de prendre des substances, etc. Ok, d'accord, il se marre avec les copains, mais enfin, à terme, voilà les dégâts. Qu'il fasse ses expériences d'ado, oui, mais avec certaines limites. Et à lui de se les mettre. Alors, ce que je vous propose, parce que là, on arrive au journal, Anne, et je ne vais pas vous laisser comme ça, qu'on puisse juste boucler quelques minutes. On se retrouve juste après le journal, vous réfléchissez à ce que je viens de vous dire, et puis on reprend notre échange juste après le journal, d'accord ? Ça marche. À tout de suite. Jusqu'à 1h sur Europe 1. Sophie Peeters. Vous écoutez Europe 1, c'est la libre antenne qui se poursuit en direct et avec vous, et je vous renouvelle tous mes vœux à vous et vos proches. Pour ceux qui prennent l'émission en cours de route, je vous souhaite de poursuivre le chemin vers vous avec une infinie douceur et une grande bienveillance envers vos difficultés de vivre, et puis d'entretenir comme un bien très précieux vos relations avec vos proches, de profiter, pourquoi pas, en ce début d'année, de renouer avec ceux qui comptent pour vous et dont vous vous êtes éloignés sur des malentendus. Quentin et Corentin sont là, bien évidemment, à mes côtés, répondent à vos appels au 39 21, et c'est Fabrice Foucherose qui réalise cette émission. Vous pouvez aussi réagir à ce que vous entendez à l'antenne par SMS en composant le 7 39 21 en commençant votre texto par le mot nuit, ou partagez avec nous en envoyant un mail sur le site europe1.fr. J'accueille vos appels au 39 21. Europe 1. Sophie Peeters. Rebonsoir Anne. Oui, on vous retrouve. Nous étions ensemble avant le journal de minuit et vous nous parliez de votre fils de 15 ans qui sèche les cours, qui nous fait un peu casse à tête et que vous commence à vous stresser et vous oscillez entre crier et puis rentrer par moments complicité avec lui, parce que évidemment par ailleurs vous l'appréciez beaucoup et vous trouvez qu'il a plein de belles choses en lui. Alors je vous lis quelques messages des auditeurs qui sont arrivés pendant le journal. Il y a Monica qui dit: entre crier et ne rien faire, il y a toute une panoplie d'outils, discuter d'avenir, de projets, passer des deals, occuper temps et espace. Et puis Feuille d'érable qui ajoute: et pourquoi pas lui faire visionner des reportages sur les drogués, les alcooliques, pour qu'il prenne conscience de ce qui l'attend s'il continue ainsi. Ça, on le fait tout le temps, parce que son grand plaisir, c'est quand on regarde ensemble tous les 90 enquêtes et toutes ces émissions de reportages sur la vraie vie, je ne sais pas comment on s'appelle ça. Ouais. Mais bon, ce que je voulais vous dire, comme je vous conseille de réfléchir à ce que vous m'avez dit. Oui. Et, en fait, ça me va bien, parce que j'ai réalisé que quelque part au fond de moi, c'est un peu ça que je sens. Mais je sais pas, il y a toujours ce poids du regard. Bon, ça c'est mon tort à moi, mais du regard de la société, de ce qu'il faudrait faire normalement. Un enfant de 15 ans doit pas être dehors, qu'il faut le punir, etc. Moi, j'ai trop tendance souvent à demander un peu l'avis de tout le monde parce que je me fais pas confiance à moi, en fait. Moi, au fond de moi, je sens qu'effectivement mon fils, je ne peux pas le retenir à la maison de toute façon. C'est clair. Et que je préfère garder quelque chose avec lui, une confiance, une relation, plutôt que que tout rompre, ça c'est clair.
Mais parce que je me sens, c'est très douloureux pour moi depuis quelque temps, parce que je me sens avoir été la mère parfaite, entre guillemets, pour eux en tout cas, quand ils étaient petits, mais que maintenant je ne sais plus faire. Et que votre crainte finalement, et comme vous dites aussi les influences extérieures, vous dites aïe aïe aïe, il faut que je redresse la barre, donc je crie dans l'espoir de la redresser, alors que ça me va pas d'être comme ça finalement. Non, bon, moi je suis un peu je gueule un peu quand même souvent, mais je veux dire, après ça passe vite et on en discute et je m'en excuse, mais le côté punition, tout ça, je vois que ça ne marche pas avec lui de toute façon. Mais c'est plus le sujet et ça l'est pas d'ailleurs là pour le coup. C'est ce que je disais tout à l'heure à Sophie, entre autoritarisme et autorité, il y a un monde, et que être autoritaire, surtout avec un enfant comme ça ne sert à rien. Vous pouvez lui mettre un conseil de discipline, il fera encore plus le mur. Par contre, il a besoin d'autorité et il manque d'autorité. Et vous devez faire autorité. Et de quelle façon vous pouvez faire autorité ? Il n'y a qu'une seule manière, c'est vos convictions très personnelles de maman, parce qu'il vous aime et qu'il vous respecte d'une certaine manière, parce que vous avez cette complicité, qui vous partage sa musique, qui vous raconte ses soirées, etc. Vous avez un levier fantastique. Servez-vous-en, parce que ce levier-là que vous avez, cette complicité, qui est une forme de confiance qu'il vous témoigne. Quand vous me dites tout à l'heure, oui, mais finalement, je me dis, c'est pas très bien, parce qu'il me dit tout ça, il devrait pas me le dire. Non, il vous le dit, c'est très bien ainsi, servez-vous-en, faites-en quelque chose, puisqu'il vous le confie. Vous pouvez d'ailleurs le remercier de vous le confier, et lui dire, écoute, ça tombe bien que tu me confies tout ça. Moi, je vais pas jouer les redresseuses de tort, mais je veux juste et c'est mon rôle d'adulte pour le coup, parce que je connais un peu plus la vie que toi, et je sais ce qui t'attend, et voilà l'avenir que tu es en train de te tracer. Si tu es d'accord avec cet avenir-là, vas-y mon grand, fais cet avenir-là. Mais j'emploie volontairement ces mots-là pour vous faire sentir dans quel ton vous devez être. C'est-à-dire un ton à la fois complice et affectueux, mais aussi dans l'autorité, c'est-à-dire de responsabilité. Lui, il se sent responsable. Très bien, tant mieux, servez-vous de ça. Servez-vous de la responsabilité qu'il croit avoir, et qu'il a d'une certaine manière, c'est la liberté qu'il prend, pour lui dire, voilà, là tu es en train de te choisir ton avenir, je peux te raconter à quoi il ressemble. On peut en parler ensemble. Est-ce que vous pensez, là, il y a René qui dit son père doit intervenir, c'est peut-être ce qu'il attend, mais ce que j'ai compris, c'est que... J'ai essayé, et puis je suis toujours déçue à chaque fois, même là, une copine ce matin me disait « Ah, mais rappelle son père. » Quand on est déçu tout le temps, depuis tellement d'années, je me dis, ça ne sert même plus à rien, bon, je l'appellerai quand même. Lui aussi, il reçoit les SMS d'absence, mais du collège, je veux dire. Et alors, juste une question hyper pratique, mais je pense que finalement j'ai la réponse, mais... Tous mes matins commencent par des engueulades, parce que je vais réveiller mon fils tous les matins qui sinon ne se réveille pas, et il m'engueule parce que je le réveille. Donc moi je commence tous mes matins, c'est très agréable comme début de journée, par des engueulades de mon fils. Et quand j'en parle avec les gens, on me dit mais laisse-le se réveiller. Je dis mais il va pas se réveiller, il va pas aller en cours. On m'a dit oui, peut-être pendant une semaine, mais après il va bien se responsabiliser, voilà le fameux terme. Alors vous pouvez être... J'arrive pas à le faire. Non, alors peut-être sinon être dans la provoque, ce qui pourrait vous convenir peut-être, c'est-à-dire d'aller dans sa chambre en lui disant voilà, c'est l'heure d'y aller. Tu choisis quoi ? Et puis, tourner, c'est disque rayé. Tu choisis de bousiller de ton avenir, ta vie. Vous voyez, faites la fille pas drôle pour le coup. Quand je dis pas drôle, c'est-à-dire lui dire, voilà, t'as le choix entre rester dans ton lit. Bon, je vais te convoquer à l'école, ça va encore m'énerver. Tout ça est très pénible pour moi et tu le sais, donc on va pas en reparler. Maintenant, toi... Personnellement, tu choisis quoi ? Et puis, faites-lui valoir aussi son intelligence qu'il est en train de gâcher. Parce que vous pouvez lui dire, on peut avoir le plus beau moteur du monde, si on n'est pas capable de s'en servir, et puis surtout de le faire tourner, c'est de le roder. Lui, il est en rodage, il a que 15 ans. Ben, ça roulera jamais bien. Alors parlez-lui mécanique, parlez-lui de tout ce que vous voulez, prenez des images dans la vie. Mais vous pouvez lui dire, bon, ok, ça t'ennuie l'école, sauf qu'on n'a encore rien trouvé de mieux pour que notre cerveau d'être humain, finalement, en se frottant à des matières, à des choses un peu complexes, qui te paraissent rasoirs, il faut que vous lui expliquiez, mais alors là, pour le coup, presque comme un enfant, je ne sais pas dans quel métier vous êtes ou dans quelle fonction vous êtes, mais servez-vous de votre
peut-être ce que vous savez professionnellement, mais en lui disant... Je travaille dans l'insertion professionnelle. En plus, encore, c'est génial. Des formations, justement, parce que je lui dis, mais moi, je les reçois tous ces jeunes après qui ont raté. Oui, mais justement, il me dit, oui, mais justement, tu les reçois trop, tu t'inquiètes pour rien. Tu sais comment ils sont à 15 ans. Oui. Il est persuadé qu'on peut être en dehors de la société et s'en sortir quand même. Oui. On a son discours. C'est ça. Et grâce au discours et ce qu'il voit à la télé, et il y a qu'à montrer sa fraise, et puis tout ça, ça marche bien. Voilà. Oui, mais non, ça marche pas comme ça. Ben oui. Et pour quelques-uns qu'on voit, qui, on va dire, qui réussissent entre guillemets, parce que ça dure pas longtemps, il y a tous ceux qui se forgent un métier ou une passion. Donc, regardez aussi, et je rejoins le SMS d'auditrice tout à l'heure, quelles sont ses passions, qu'est-ce qui l'intéresse. Le rugby, il fait beaucoup de rugby. Heureusement, ça m'a aidé, ça, pour le côté autorité. Ça, comme j'avais pas le père, et moi, j'avais donc pas ça beaucoup. structure. Ouais. Ça a été sa passion depuis petit. Il m'a obligé, je voulais même pas qu'il en fasse, il m'a obligé, il avait 9 ans. Et depuis, bon, à un moment, il a même presque pu aller en centre de formation, etc. Mais il a un peu lâché ça comme l'école. Mais il continue quand même à aller 2 entraînements par semaine, les matchs au week-end, tout ça. Et donc il y a une discipline là-dessus, ça c'est chouette. Ça veut dire que là-dessus, oui, mais ça prouve que sur un domaine qui lui plaît, il est capable de se discipliner. Maintenant, il faut lui faire valoir que la discipline ne marche pas que dans les choses qu'on aime. Elles doivent parfois marcher dans ce qu'on aime moins. Parce que la vraie discipline est là, elle est dans ce qu'on aime moins faire. Et puis de la discipline, c'est vrai. Et donc de s'imposer des choses, parce que c'est pas tant. Et vous pouvez lui dire, ça va te paraître très barbatif de t'imposer des choses, mais tu vas être fier de toi, tu vas te créer de la fierté, et tu vas avoir le sentiment d'une certaine puissance et de maîtrise. Si tu acceptes à un moment donné de faire avec un système qui ne te va pas. Et vous pouvez lui expliquer. Il y a Yvan qui dit, vous êtes sa mère, pas sa copine, donc un guide. C'est vrai que vous pouvez vous situer, vous pouvez tout à fait être dans une forme d'amitié avec votre fils, tout en ayant gardé à l'esprit ce rôle de guide. J'aime bien le mot d'Yvan. Oui, parce que c'est ça, finalement. Plutôt que, j'allais dire, un éducateur, vous n'allez pas formater, mais vous allez le guider. Et vous pouvez lui dire ça. Vous pouvez lui dire, mais je connais mieux. Donc, effectivement, ne faites jamais valoir votre inquiétude parce qu'il s'appuie dessus. Et là, vous n'êtes pas crédible. Arrêtez d'être inquiète. Parce que être inquiète, lui, qu'est-ce qu'il fait ? Il dit, non, t'inquiète pas. Oui, tout le temps. Et voilà. Alors, vous allez lui dire, non, mais moi, je suis pas inquiète. T'as des débrouillards. Simplement, t'auras pas tout à fait la vie dont tu rêves. Donc, c'est toi qui vois. Bien sûr, je m'inquiète pas parce que t'es débrouillard et puis tu trouveras des petits boulots, tu feras des trucs. Simplement, t'auras pas, t'auras la vie que tu t'es choisie. Donc, quelle vie tu veux avoir ? Mettez-lui le choix dans les mains. Oui. Vraiment. Et que pour l'instant, à l'âge qu'il a, 15 ans, vous pouvez lui dire, c'est un cerveau en pleine croissance encore jusqu'à 25 ans. Donc, il a encore 10 ans d'un cerveau qui fabrique plein de neurones tout le temps. Enfin, le cerveau fabrique tout le temps, mais en tout cas, on dit l'âge adulte arrive à peu près à 25 ans. Donc, c'est pas pour rien qu'on étudie à ces âges-là. Donc, il est en pleine possession de ses moyens. Et sinon, s'il se rôde pas, vous savez ce que c'est qu'un moteur qu'on rôde pas, il passera jamais la seconde. Voilà. Donc, s'il veut rouler toute sa vie en seconde, c'est son choix. Je vous prends des métaphores, mais c'est pour vous faire comprendre par des images en lui mettant le marché en main. Donc le matin, vous allez lui dire, tu sais quoi, ce matin, je vais pas crier, je te dis juste que c'est l'heure. Tu choisis quoi ? Et puis vous partez. Voilà. Et effectivement, mais par contre, vous y allez. Oui, je vais prendre le risque, tant pis, je prendrai le risque une fois ou deux. Mais vous y allez. Mais de toute façon, il n'y va pas déjà, parfois. Donc Voilà, mais parce que ne pas y aller, c'est lâcher l'affaire et ce n'est plus remplir l'espace. Effectivement, il faut que vous soyez très présente, un peu sur son dos, mais d'une autre manière, en toute bienveillance et un peu en agitatrice permanente des risques de drogue, des risques de décrochage. Et ne parlez pas de votre métier. Ne dites pas l'insertion, tout ça. Ne dites pas tout ce que je vois. Parce que là, vous parlez de votre peur. C'est vrai. Et c'est votre peur qui l'entend. Et donc, lui dit, non, t'inquiète pas pour moi, je gère. En fait, il gère rien du tout. Non, parce que le jour où vous aurez plus peur, pour lui et pour vous d'ailleurs, vous allez être dans votre autorité. Parce que, comme vous dites, vous savez très très bien ce que vous pensez, là où vous voulez aller. Les arguments, vous les avez. Donc, le jour où votre peur, vous en faites quelque chose, vous en faites une forme d'action. Parce que là, votre émotion de peur, elle est en train de vous prendre la main. Parce que vous ne l'écoutez pas. Alors, écoutez-la pour vous. Oui, j'ai peur pour lui, mais ça me regarde. Ça regarde la mère que je suis. Par contre, je vais faire quelque chose de ma peur. Je vais agir pour calmer ma peur. Parce que sinon, je lui déverse ma peur. Et c'est ce que vous faites. Ah oui. Sur le plan du principe. Donc, lui dit, t'as peur, j'en veux pas. Tu peux te la garder. Et il vous provoque. Alors que une maman un peu plus
calme en apparence. Je dis encore une fois en apparence, ça vous empêchera pas d'avoir très peur, mais d'essayer de comprendre. Et puis demandez-lui aussi de quoi il aurait besoin pour aller à l'école, qu'est-ce qui lui manque pour se motiver. Faites-le parler. Ça, c'est aussi le conseil de René qui dit il faudrait pouvoir l'entendre sur ce qu'il a à dire. Effectivement, vous avez à l'entendre. Oui, je sais, ma éducatrice m'avait dit, mais souvent il vous donne les réponses, mais faites-lui confiance aussi ou entendez-les, c'est vrai. Oui, faites-lui confiance et montrez-lui à quel point il est responsable de son avenir à 15 ans. Parce qu'en faisant ça, ça va marcher sur celui de 12. Le problème là, c'est que vous avez celui de 12 qui suit celui de 15. Voilà. Hein, ça, c'est urgence qui me... Voilà, mais ne vous inquiétez pas pour les deux. Dès que vous allez commencer à remettre un peu dans l'axe celui de 15, celui de 12 va suivre, parce qu'il va trouver que c'est un bon exemple. Oui. Bon, vous êtes vraiment génial, hein. Okay. Je vous adore trop. Bon, écoutez, tenez-nous au courant, Anne, et puis essayez vraiment de prendre, je sais pas, les images qui vous viennent en tête. Oui, non, puis ça, ce que vous m'avez dit, ça me convient bien. Enfin, ça me semble plus proche de moi et de ce que je voulais au fond, finalement, quoi. Donc, faites-vous confiance. Oui. Ouais. Et puis la peur est mauvaise conseillère, ça on le sait. Hein. Bon, maintenant, je vous ai appelé une fois, j'espère que je ne vais pas vous harceler. Hein. Il n'y a pas de souci. Je suis là pour ça. Vraiment, merci beaucoup. Merci à vous, Anne. Et bon courage. Je sais que ce n'est pas facile. Bon courage. Merci. Au revoir. Au revoir. Bonsoir, Sophie. Ah, voilà. Je vous entends. Bonsoir. Voilà. Donc, tout d'abord, merci de prendre mon appel. Oui, bienvenue. Et je suis vraiment ravie de vous avoir en direct, d'autant plus que je vous écoute depuis déjà quelques années et c'est très souvent en podcast parce que j'essaie de pouvoir me coucher assez tôt le soir en fait. Oui, je comprends, voilà. Ça fait veiller tard cette émission. Et heureusement, il y a les podcasts, donc ça c'est formidable. Voilà, donc moi j'appelle parce que voilà, j'ai une intervention chirurgicale lundi pour... une maladie, pas une maladie, mais quelque chose qui est rare chez les femmes. Oui. C'est ce qu'on appelle donc un hydrocèle du canal de nuque inguinal, donc qu'on peut assimiler à une hernie inguinale. Mais à la différence, c'est que il n'y a pas de partie d'intestin qui va dans le canal, là, mais là, apparemment c'est du liquide et puis voilà, voire il y aurait peut-être un kyste apparemment. Bon, tout ça reste normalement bénin, il n'y a pas de souci apparemment. Hein. Mais voilà, donc ça fait plus de 3 ans qu'on cherchait ce que j'avais et on ne trouvait pas. Bon, voilà, parce que je me suis renseignée, donc j'ai pris des rendez-vous dans le privé et tout ça. Et puis, ne trouvant pas, j'ai fini par mon médecin m'orienter au CHR. Et puis, donc c'est un très grand CHR en province qui est très réputé. Et puis ils ont fini par trouver enfin, voilà. Et il s'avère que, moi j'ai un problème donc de tension. Oui. Je suis souvent en hypotension et j'ai déjà eu donc justement ce même centre hospitalier une intervention en 2010 et depuis auparavant ma tension tournait toujours autour de 10 et puis depuis ma tension n'est plus que entre 9 et 10. C'est ce qu'on a remarqué avec mon médecin. C'est une tension sportive, ça. Pardon ? C'est une tension de sportive. Ouais, oui. 9-10. Ouais. Alors, le problème, c'est que justement, cette opération-là que je vais avoir lundi, je sais pas, donc justement, je fais appel aux auditeurs, aux auditrices plutôt pour savoir si quelqu'un l'a déjà eu et savoir même bien sûr comment ça a pu bien se passer et tout ça pour m'encourager, quoi, enfin pour me rassurer plutôt. Alors du coup, c'est dommage, c'est lundi, mais j'en profite quand même pour le signaler aussi aux auditeurs, mais aussi à vous, Méridith, sur les problèmes de santé, c'est qu'on a le docteur Gérald Kirzek sur Europe 1 qui répond aux auditeurs tous les matins entre 11h et midi dans Allo Europe 1, qui est médecin pour le coup. Hein. Oui, c'est parce que je travaille et je ne pense pas à écouter. Voilà. Voilà. D'accord. Oui, voilà. Mais c'est vrai que j'ai écouté le docteur un peu Kirzek là, le matin, très tôt, à 7h, là, à un moment donné. Oui, quand il fait sa chronique, oui. Voilà, quand il fait sa chronique. Ouais. Voilà. Et donc voilà, donc mon problème d'hypotension, et c'est vrai que je vis depuis toujours avec, c'est certain, on me dit toujours, vaut mieux ça qu'une hypertension, effectivement, bien sûr, bien évidemment.
Mais ça n'empêche que c'est ce que je vous écrivais. On en parle. Enfin, moi, j'en ai pas souvent entendu. J'en ai pas entendu parler à l'antenne, à la libre antenne. De cette opération-là. De l'hypotension. De l'hypotension, oui. Voilà, de l'hypotension. Oui. Que en fait, ça nous pourrit un peu la vie quand même. On est toujours. Enfin, moi, je me suis toujours sentie un peu à côté de tout. Toujours un temps en retard sur tout. Voilà, donc... Avec une tension à 9-10 parce que... Ah oui. À 9, normalement, on n'a même pas le droit de travailler, normalement. Ouais. Enfin, c'est ce que j'ai entendu dire. Enfin bref, donc voilà. Donc et depuis donc cette intervention, donc là je m'inquiétais pour celle qui est à venir. Alors il n'y a pas de souci, question de vouloir me faire opérer parce que justement je vais pouvoir reprendre mes activités sportives telles que je fais un peu à côté du qigong, je fais un petit peu de self-défense, je fais de la marche et j'aimais bien faire beaucoup de marche et aussi, j'ai dû arrêter le vélo. Et je voudrais reprendre tout ça normalement, bien évidemment, parce que ça me vide la tête. Et je peux écouter comme ça en podcast la libre antenne et tout ça. Voilà, j'adore ça, quoi. Et donc ça, il n'y a pas de souci pour ma volonté de me faire opérer. Le seul souci, c'était par rapport à cette tension avec l'anesthésie générale. Et puis, donc, j'en ai parlé au chirurgien. Il me dit, bah oui, l'intervention, c'est sous l'anesthésie générale. Bah oui, et bon, il dit, je peux me renseigner, voir un peu. Puis, il ne m'a pas rappelé. Il aurait dû me rappeler le cas échéant. Et puis là, j'ai eu rendez-vous donc cette semaine, mercredi, avec l'anesthésiste. Et qui me dit, on peut faire une rachi-anesthésie. Oui. Alors bon, j'étais un peu stupéfaite sur le coup, et puis donc je lui dis, écoutez, là, il faut que je réfléchisse du coup, et pour que j'en parle à mon entourage et que je me renseigne auprès du médecin et de voir un peu, et bon, il n'y a pas de problème, vous me donnerez votre décision lundi. Ouais. Et voilà, donc je dois prendre ma décision, et du coup, je suis un petit peu prise de court, on va dire, et puis du coup, voilà, je me dis... Ce qui vous fait choisir, en fait, entre anesthésie générale et une rachi-anesthésie. Voilà, parce que moi, tant mieux pour ma tension si c'est possible, la rachi-anesthésie. Mais la rachi-anesthésie, moi, je ne connais pas. Ah, mais c'est les anesthésies qu'on fait sur des interventions ambulatoires, c'est-à-dire dans la journée ou des opérations relativement bénignes et où la partie du corps, puisque vous c'est inguinal, donc c'est dans l'aine, si on vous fait une rachi-anesthésie, ça va endormir le bas de votre corps et donc ils peuvent tout à fait intervenir et c'est vrai que c'est moins, on va dire moins invasif, il y a moins d'effets secondaires que l'anesthésie générale. Tout à fait, mais en fait, moi, ce que je connais... C'est très bien pratiqué aujourd'hui. C'est ce qu'on fait, c'est la péridurale qu'on fait pour les accouchements. C'est le même principe, ouais. Mais voilà, mais moi, ce que j'ai connu dans le concret, c'est l'anesthésie générale qui s'est très bien passée. À part les effets secondaires, puis voilà. Mais là, ça, c'est de l'inconnu pour moi. J'ai jamais passé sur le billard, comme on dit, avec une anesthésie de la sorte, quoi. Donc, du coup, j'ai quand même l'inquiétude. Pour ce type d'anesthésie-là, mais qu'est-ce qu'en dit l'anesthésiste, c'est-à-dire par rapport à l'hypotension, entre une rachi-anesthésie, c'est lui qui sait. C'est ce que je disais. Ni le chirurgien ni l'anesthésiste, quand je leur dis que voilà, depuis mon intervention de 2010, ma tension, on a constaté qu'elle n'a jamais remonté, elle est toujours passée en dessous des 10 et tourne autour de 9-10. Et pour eux, il n'y a pas de lien. Mais moi, quand j'en parle autour de moi, mon entourage, j'en parle à mon médecin, elle est d'accord avec moi, elle dit, eux, de toute façon, en plus, c'est pas leur problème, quoi. Ils sont pas là pour gérer ça, en plus. Et alors, le lien, s'il y en a un, on vous l'explique comment ? C'est le ressenti que j'ai. Oui, vous avez un ressenti suite à cette opération. Est-ce qu'il y a eu d'autres événements dans votre vie où, vous voyez, parce que vous dites, ma tension, elle n'a plus été la même après cette intervention, c'est ça ? Oui, elle a jamais remonté au-dessus de 10, quoi, vraiment, que très ponctuellement, 2-3 fois. Mais est-ce que vous avez eu, je sais pas, beaucoup de fatigue post-opératoire ? C'est une intervention de quel ordre, qui a touché quel organe ? Enfin, vous voyez, il peut y avoir plein d'éléments. Oui, mais
bon, c'était une ovariectomie, hein, il n'y a pas, j'ai rien à cacher là-dessus, mais moi, je pense que moi, au départ, j'ai déjà pas beaucoup de tension, et le fait d'avoir fait ça, je suis convaincue que oui, si donc je peux en fait, ça vous... Oui, alors, vous savez, c'est nos pensées créent la réalité. Donc, on est fait ainsi. Donc, vous êtes convaincu qu'il y a un lien. Donc, forcément, de cette expérience-là, vous redoutez maintenant toute anesthésie parce que vous vous dites, intervention chirurgicale égale pour moi chute de tension. Et donc, le seuil, c'est 9. Donc, si je descends en dessous, c'est la catastrophe. Enfin, vous créez du lien là-dessus, de l'expérience. Bon, et c'est votre conviction profonde. Donc, là-dessus, ce serait éventuellement, vous dites, moi, je change pas de regard parce que mon médecin ou mon entourage va dans ce sens-là. Maintenant, moi, je suis pas médecin pour pouvoir vous répondre vraiment sur un diagnostic médical. Donc, je ne m'y aventurerai pas de peur de vous dire des bêtises. En revanche, c'est le lien que vous faites qui est particulier parce que l'équipe médicale ne le fait pas. Quand je dis le lien, c'est-à-dire que sur l'intervention que vous allez avoir lundi, elle est bénigne, que la rachianesthésie est aujourd'hui excessivement bien maîtrisée. Et justement, on la pratique parce qu'on sait que l'anesthésie générale pose plus de problèmes, en tout cas plus de surveillance et d'effets secondaires que la rachianesthésie qui s'en va beaucoup plus facilement. C'est-à-dire vous vous réveillez 20 minutes après l'opération, 15 minutes après, quand je dis vous réveillez même pas, mais votre corps, voilà, vous n'allez pas en salle trop de réveil et puis on peut vous shooter un peu pour que vous soyez pas trop consciente. Si vous êtes craintive. Ça, de toute façon, je vais le demander forcément, parce que j'ai déjà préparé mon masque pour mettre sur les yeux, j'ai déjà mes oreillettes pour écouter la libre antenne ou autre chose. C'est excellent. D'accord. Je veux absolument... Ah oui, non, parce que là, je suis trouillarde, parce qu'on m'a déjà dit, on sent encore en coupe et tout ça. Mais alors, attendez. Alors, attendez, Meredith, mais si vous êtes trouillarde, alors choisissez l'anesthésie générale. Vous ne vous souviendrez de rien, il ne sera rien passé pour vous et vous endormez comme un bébé. Oui, mais ma raison est c'est 1 heure à passer et bon, de toute façon, je prendrai des précautions et je dirais de toute façon si je me sens pas bien, si vous voyez que ça va pas, si ça se passe pas bien la piqûre pour la rachianesthésie, vous arrêtez, vous me faites tout de suite une générale, et puis c'est tout, une anesthésie générale. Mais moi, je reste quand même raisonnable, parce que je vous dis, depuis 3 ans, je me suis toujours dit, ce qui est dommage, c'est que je voulais avoir... En fait, vous êtes partisane de la rachianesthésie parce que vous vous dites, au moins j'évite le problème de l'intervention que j'ai eue. C'est-à-dire, comme c'est un autre type d'anesthésie, j'ai moins de risques. C'est ce que vous vous dites, vous. Voilà, moi, je me dis que pour ma tension, ça sera beaucoup mieux. Voilà. D'accord. Mais en fait, eux ne savent pas vous dire si ce sera mieux. Ah non, oui, eux, ils font pas de lien avec la tension. Non, ils ne disent pas, ils ne disent rien. Ouais. Moi, il me semble, Meredith, qu'aujourd'hui, où toutes ces interventions sont bien maîtrisées et en soi, encore une fois, l'intervention que vous avez à subir est bénigne. Ce qui me semble important, c'est parce que la tension, vous savez, c'est lié aussi à du stress et au moral, et que ça me paraît important que vous choisissiez la solution dans laquelle vous vous sentez la mieux. Quand je dis vous sentez la mieux, pas celle que vous raisonnez. Là, vous êtes beaucoup dans le raisonnement à essayer d'être le médecin de vous-même. Alors certes, on est un bon médecin pour soi-même quand on écoute son corps, mais là, il s'agit de techniques médicales que ni vous ni moi, en l'occurrence, là, dans l'instant présent, ne maîtrise. Donc, il me semble que pour, j'allais dire, ne pas en rajouter dans votre stress et dans votre inquiétude et vivre, parce que là, vous me dites, j'ai prévu le masque, les bouchons d'oreille, le podcast, donc ça veut dire que vous avez déjà plus ou moins fait votre choix pour la rachianesthésie, mais qu'en même temps, vous avez toute une batterie que vous avez mis en œuvre et puis vous êtes prête à dire, pour intervention, ça va pas, je dirais... Là, on sent que vous avez perdu confiance tout simplement dans le corps médical. Il est là le vrai problème de fond. C'est la confiance que vous n'avez pas ou plus par rapport au fait que vous ayez le sentiment qu'il y a eu des conséquences de la première intervention.
Oui, pour autant, elle s'est hyper bien passée. Mais l'inconnu, c'est le terrain inconnu, cette rachianesthésie. Ce que j'ai connu, c'est l'anesthésie générale, qui s'est très bien passée sur le coup. Il n'y a pas de souci. Moi, j'étais partie là-dessus, du coup, après, je m'étais faite à cette idée. Et maintenant, comme je viens d'apprendre que c'est possible, alors je dois faire mon choix D'accord. En tout cas, mais on va accueillir là Elisabeth qui vous entend à l'antenne et qui a envie d'apporter son témoignage sur la rachianesthésie. Je peux juste partager moi avec vous que j'ai été opérée il y a quelques mois d'un genou sous rachianesthésie, voilà, et que ça s'est excessivement bien passé. Et c'est vous rentrez le matin, vous sortez le soir, même l'après-midi. Ça s'est passé l'après-midi. En une après-midi, c'est fait. Donc, c'est quelque chose d'excessivement bien maîtrisé dans plein de types aujourd'hui d'opérations. Mais on va tout de suite accueillir Elisabeth qui va aussi vous apporter son témoignage. Bonsoir Elisabeth. Bonsoir Caroline. Bonsoir Sophie. Oui. Meilleurs vœux à toutes et... Ah pardon, Sophie. Pardon. Voilà. Moi, j'ai tellement l'habitude de vous entendre toutes les deux. Et vous avez la même voix, c'est vrai. Bon, plein de bonnes choses à tout le monde. Alors, je voulais rassurer cette auditrice. Moi, je suis une grande trouillarde et j'ai beaucoup souffert pour différentes choses et je ne voulais plus souffrir. J'ai eu un accident bête. Je suis tombée dans un trou d'1,60 m et je me suis complètement défait le pied. Donc, j'ai été transférée dans un hôpital d'urgence sur Melun, où j'ai pas voulu rester. Je me suis fait rapatrier sur Paris. Et là, c'était tellement en mauvais état qu'il a fallu que j'attende à peu près 6 jours pour qu'on puisse intervenir. Et là, on me disait, on va vous faire la nouvelle formule, le rachis machin, etc., etc. Et moi, j'ai tout de suite refusé en disant non. Moi, j'ai une anesthésie générale, je veux dans aucun cas souffrir. Et ma grande trouille, c'était le fait de me faire piquer dans le dos. Ça, j'avais vraiment très peur. J'ai eu affaire à l'anesthésiste qui m'a complètement expliqué comment ça allait se produire, qui m'a montré le fil de l'aiguille, j'ai regardé, j'ai vu, j'avais encore de la réflexion. J'ai réfléchi et au 7e jour, j'ai validé mon accord, que je ne regrette pas. Parce que, en définitive, c'est comme un fil à cheveux et c'est très fin. On ne sent strictement rien. J'ai simplement demandé à ce que l'on me donne un petit quelque chose pour ne pas entendre parce que je voulais ni voir, ni entendre, ni... Voilà, c'est tout. Mais je n'ai rien senti du tout. Du tout. Ensuite, ils m'ont fait une piqûre pour proroger les effets sur une durée de pratiquement 72 heures. Pour ne pas avoir de douleur, parce que moi c'était osseux, donc on reconstituait, c'était un petit peu compliqué, ce qui n'était pas le cas de l'auditrice, mais qu'elle soit rassurée, d'ailleurs vous Sophie, vous en avez fait l'expérience, et très sincèrement, c'est un très bon procédé. Parce qu'on ne sait pas ce qui nous attend derrière, on peut avoir besoin d'une anesthésie générale. Moi j'ai pris d'ailleurs, je vais vous dire, la même option que vous, c'est-à-dire qu'on me donne quelque chose pour rien entendre et pas être là. Être là le moins possible. Être là le moins possible. Voilà. Le moins possible. Il être là au minimum. Donc, voilà. Peu importe. Voilà. Je bien voir. Et ça c'est vraiment très bien. On dirait le même que le mien. Non, je plaisante. Parce que moi je suis d'un tempérament anxieux et je vous dis j'ai tellement souffert que je veux plus maintenant avoir la moindre souffrance physique, je ne veux pas. Il y a tout maintenant pour qu'on soit bien, qu'on parle bien. Alors, Méridith, est-ce que le témoignage d'Elisabeth apporte quelques réponses? Après, je vous lirai quelques SMS, bien sûr, des auditeurs. Oui, tout à fait. Et aussi, alors ma nièce qui est infirmière me dit... on sent quand on coupe, on sent, parce qu'elle a couché du jumeau et tout ça, elle dit j'ai senti quand il y a eu des ciseaux. Mais, alors on sent ça, mais on ne sent pas la douleur. Oui, mais la rachianesthésie, c'est pas la péridurale, c'est pas la même aiguille, c'est pas les mêmes produits, c'est pas la même chose quand même. Non. C'est beaucoup plus fort une péridurale, donc c'est pas tout à fait la même chose, Méridith. En tout cas, merci Elisabeth de votre appel. J'espère que son choix sera validé. Et garder l'anesthésie lourde, on ne sait pas ce que la vie nous réserve. Oui, merci Elisabeth. Bonne soirée à toutes les deux. Merci, pour votre merci d'avoir appelé. À bientôt. Merci. Au revoir. Méridith, alors des messages très intéressants qui interviennent pour vous. D'une auditrice qui dit: j'ai subi une opération d'une hernie inguinale en anesthésie générale il y a quelques années sans conséquence sur la tension et je connais d'autres cas de ce genre. Par contre, une vasectomie plus lourde peut effectivement avoir un léger effet sur la tension. Donc
il se peut en fait que peut-être que voilà que ce soit le type d'intervention. Il y a un auditeur qui dit moi j'ai été opéré d'un panari sous rachis anesthésie il y a 2 ans et on m'a seulement anesthésié le bras et tout s'est très bien passé et or je suis diabétique. Et puis il y a d'autres auditeurs qui disent heureusement qu'on m'a pas fait d'arrêt de travail. À chaque fois que j'avais une tension à 9 ou 10, je dépasse jamais 8 ou 9 et la tension est beaucoup une question de psychisme. Et ce que je vous disais, c'est-à-dire de lier aux représentations ou au stress ou à la fatigue aussi psychique. Donc ce serait peut-être quand même intéressant voilà, de regarder ça pour vous. D'autres auditeurs, j'ai toujours une tension entre 9 et 10. Ces 3 dernières années, j'ai subi 14 anesthésies générales et je suis là. Et si vous aviez le moindre risque, ajoute Monica, l'anesthésiste vous aurait imposé l'une ou l'autre. Il faut avoir un peu confiance dans les médecins. Angèle qui dit j'ai eu 2 interventions sous rachis anesthésie, tout s'est très bien passé. Voilà, écoutez, Meredith, moi, il me semble que sans doute, il y a à investiguer pour vous cette histoire d'hypotension qui semble vous inquiéter fortement. Je ne sais pas si vous aviez d'ailleurs interrogé la médecine sur le lien avec la vasectomie. Est-ce que ça peut être lié ? Je ne sais pas, là je vois le message de l'auditeur, là-dessus je ne peux pas vous répondre. Mais en tout cas, c'est sûr que tout ce qui est la tension artérielle, qui est vraiment aussi notre énergie, nos niveaux de stress, nos représentations, bon, il y a peut-être des choses dans votre histoire, parce que la vasectomie, c'est quand même, vous voyez, même sur le plan de la représentation psychique, symbolique, c'est pas rien non plus pour vous en tant que femme. Donc, voilà, est-ce que ça fait des liens dans votre inconscient que, bien sûr, vous ne maîtrisez pas, mais là, il semble que ce soit une autre histoire médicale qui vous attende lundi. Mm-hmm. Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, non, vasectomie, non, je fais pas de lien. D'accord. Mais bon... Peut-être se renseigner plus. Même d'appeler encore une fois, alors bon, je sais que votre intervention est lundi, mais appelez le docteur Kierzek sur Europe 1 un matin entre 11h et midi, parce que votre question peut intéresser beaucoup de monde sur ces questions d'hypotension, justement, qu'est-ce qui fait qu'on devient ou pas hypotendu. Voilà, c'est un sujet. En tout cas, moi, je lui poserai la question maintenant que vous l'avez posé. Il y a André qui dit, je crois savoir que c'est quand la tension est au contraire trop élevée que l'anesthésie est délicate. oui, tout à fait. Hein, oui, donc vous avez quand même des risques moindres et que et quand je disais en riant tout à l'heure que vous avez une tension de sportive et vous êtes une sportive, c'est vrai que c'est mieux d'être un peu hypotendu quand on aime faire du sport que d'être hypertendu. Oui, tout à fait. Sur ce point de vue médical, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc c'est une histoire de représentation. Non, mais c'est intéressant quand vous dites il n'y a pas de souci sur la question médicale. Ça revient à ce que je vous disais tout à l'heure, de bien être au clair avec ce avec quoi vous vous sentez le mieux sur le plan psychologique de la représentation. Donc votre choix doit être guidé par ce qui vous le convient au mieux, au plus près. Vous voyez, Eugène, là, du Béarn, qui j'ai subi une opération prostate en anesthésie locale sans problème non plus. Ceci dit, j'ai eu plusieurs anesthésies générales sans suite. Donc là, vous faites un lien, forcément, qui vous angoisse. Peut-être que c'est bien si vous allez vers une autre expérience pour vous, mais que vous fassiez un choix vraiment avec ce mode de représentation que vous avez aujourd'hui, qui est le vôtre, mais avec lequel vous vous sentez le plus en accord. Ce serait le mieux pour vous. Alors, je sais pas, là, quand je vous dis ça, qu'est-ce qui ressort, là ? Je reste encore sur le fait que, effectivement, je suis bien consciente que la rachi-anesthésie est quand même mieux. J'en suis tout à fait consciente, il n'y a pas de... Bon, après, je vous dis, le seul souci, c'est comme là, quand ma nièce me dit, quand on coupe, on sent, mais on ne sent pas la douleur. Bon, alors, comme on disait tout à l'heure, le mieux, c'est de demander à avoir un sédatif. Non, mais on ne sent rien du tout. J'ai une opération d'un genou, je peux vous dire que, voilà, on ne sent rien du tout.
Voilà. Donc sentir rien. Déjà ça. Non, la rachianesthésie, on ne sent rien. C'est pas la péridurale, c'est pas pareil. Il faut faire attention à pas endormir le bébé. Donc, vous pensez bien qu'on n'intervient pas du tout de la même manière pour un accouchement, voire une césarienne sous péridurale ou un accouchement par voie basse. C'est pas là on compare des choses qui ne sont pas comparables. Oui. Hein, donc et c'est pas prévu pour que vous sentiez tout. Donc non, vous ne sentirez rien. Il n'y a pas de problème. Bon, si c'est ça votre inquiétude, vous ne sentirez rien. Voilà, je peux vous confirmer. Après, bon, voilà. C'est ce que disait aussi Elisabeth. Ouais. Voilà, il y aura le casque sur les oreilles, le masque et puis le sédatif pour me. Voilà, et moi, ça sonne pas bien, quoi. Je veux dire. Oui, vous n'aurez même pas besoin du casque ni de la libre antenne dans les oreilles parce que vous verrez des jolis éléphants roses et on vous aura donné un sédatif. Ah c'est très bien. Donc, oui. Là, vous avez besoin de vous faire confiance et de faire confiance à l'équipe et aussi sans doute de vivre une autre expérience. Je crois que vous avez été vraiment très marqué, voire un peu traumatisé par l'opération de 2010 et que vous avez besoin de vivre une autre expérience là. Ah non, je vous dis, c'est très très bien passé. Hein. Non, puisque vous en gardez quand même la crainte de cette histoire d'hypotension. Oui. Après ça c'est les effets secondaires, on va dire. C'est en soi l'intervention. J'avais beaucoup d'appréhension avant et j'ai été agréablement surprise de comment ça s'est passé. C'était très très bien, quoi. Ça s'est hyper bien passé. J'ai rien à redire. C'est après les effets secondaires sur ma tension. Moi, je dissocie les deux. Oui. Et vous pensez qu'il y a des effets secondaires, ça? Oui, moi c'est ce que je pense parce que voilà, je vis avec cette hypotension depuis pas mal de temps et bon, j'ai toujours vécu avec, quoi, hein, en quelque sorte. Voilà, j'ai toujours l'impression d'être toujours à côté de beaucoup de choses, de faire les choses en deux temps. J'arrive pas souvent à les faire en un seul temps bien. Il faut toujours que je m'y prenne en plusieurs fois, être un peu au ralenti et voilà, quoi. Et au quotidien, ça use quand même, ça fait user quand même, quoi. Oui, et encore une fois, je ne sais pas de quelle façon vous avez investigué le terrain psychologique sur la fatigue, les liens que vous faites avec votre hypotension, tout ce qui se passe pour vous. Est-ce que ça, vous êtes allé regarder ça? Oui, moi j'ai eu pendant plusieurs années un médecin qui était diplômé, victimologie, tout ça, avec qui j'ai parlé pendant plusieurs années. Oui. Et puis là, j'ai mon médecin qui est homéopathe et avec qui je parle facilement, quoi. Vraiment là-dessus. Oui, mais quand vous dites j'ai parlé plusieurs années en me citant tous ces titres de médecine, moi je vous parle de quelque chose que vous faites pour vous et avec vous. Hein. Quand on dit un travail sur soi, c'est de quelle façon, et j'emploie le mot investiguer, de quelle façon on va à sa rencontre, on se connaît, on travaille ses représentations, ses croyances, ce qu'on se fabrique. Hein. Marc Aurèle qui disait la vie est ce qu'en font nos pensées. Nos pensées sont primordiales, elles dirigent nos vies. Et donc nos pensées doivent être très souvent remises sur le métier constamment, les regarder, faire quelque chose parce qu'elles sont très puissantes et elles nous entraînent dans des croyances, quelquefois dans des pièges, dans des choses difficiles à démêler pour nous et qui nous font agir ou agir, ressentir, percevoir la vie, ce qui nous arrive sous un certain jour. Et donc nous créer anxiété, des somatisations sur le plan corporel. Voilà, on est quand même tous des engins à la fois fabuleux, mais très très complexes. Et là, vous réduisez complètement le prisme en étant complètement focus sur cet aspect anesthésie ou intervention égale baisse de l'hypotension et donc je risque vous avez fait un lien très très serré là-dedans sans avoir de preuves médicales avérées, c'est-à-dire certains médecins vous disent j'ai le sentiment que et d'autres non j'ai le sentiment que ça c'est pas de la preuve, ça c'est pas de la science, hein. La science c'est ce qui se démontre, c'est ce qui se prouve. Et donc là vous naviguez avec des croyances, celle-là plutôt qu'une autre. Bon, la personne n'a raison, mais vous, n'empêche que ça vous encombre drôlement.
C'est sûr. Donc, voilà, quand vous me dites, je parle, oui, mais qu'est-ce que vous faites de ce que vous mettez en mots? Et là, pour l'intervention de lundi, on sent qu'il y a plein d'autres choses qui se jouent autour de l'intervention. Et que vous puissiez l'accueillir comme étant, oui, quelque chose d'inconfortable pour vous, oui, du stress, oui, une forme, d'inquiétude, d'anxiété, de toutes sortes de choses qui sont vous. Oui, tout à fait. Oui, mais je suis de nature anxieuse, donc et c'est pour ça que je veux absolument. C'est moi qui ai demandé parce que moi, les chirurgiens me disaient, vous pouvez rester comme ça. Il n'y a pas de souci, vous pouvez ne pas vous faire opérer. J'ai dit si, parce que moi j'ai de la gêne et je veux absolument retrouver mes activités sportives, mes activités sportives pour me libérer, me sortir de. Ah oui, moi c'était inconditionnel. J'ai dit si, c'est moi qui ai demandé. Hein. Et c'est ça qui va vous guider. C'est ça qui va vous guider, Meredith. Ça c'est important. C'est votre décision. Ah oui, et là vous allez bien la vivre, d'accord? Ça n'oubliez pas. Ça me semble essentiel. Bon courage, on pensera à vous lundi, Meredith. Et vous nous donnerez des nouvelles? Oui, c'est gentil. Le week-end prochain, vous serez sortis. Tout à fait. Et je souhaite je présente mes meilleurs vœux à toute l'équipe, à tout le monde, merci. À tous les auditeurs et auditrices. À vous aussi. Et bonne santé surtout. Merci beaucoup. Je vous embrasse. Au revoir, Meredith. Merci, à bientôt. Au revoir. Merci. C'était Silver Lining sur Europe 1, Imani. Et on se donne, nous, rendez-vous demain soir, samedi, à 23h dans la Libre Antenne. Anne, un dernier petit message pour vous rassurer. Je sais aussi que la confiance dans l'abord de l'opération, sans stress préalable, crée les meilleures conditions post-opératoires. Donc, confiance. Et pour vous, Anne, et nous, confiance, demain soir 23h dans la Libre Antenne. Je vous laisse en compagnie de On de la raconte, et ça, c'est pas stressant du tout, mais tout à fait haletant. Allez, il est 1h, vous écoutez Europe 1, faites de beaux rêves et je vous souhaite une belle nuit.